Cameron Wallace de Coventry en Ohio est une lycéenne prometteuse. Au début de la seconde, elle se lie d'amitié avec Ryan Clutter. On suivait le même cours d'art plastique. Il y avait 4 tables collées ensemble et il était assis en face de moi. Tu es nouveau? Il était discret, assez réservé. Je le traitais comme les autres. Ryan était un peu un marginal. Les autres gosses ne lui parlaient pas. Ça faisait de la peine à Cameron. Elle était amicale avec lui. Elle lui disait bonjour, comment ça va? Je suppose qu'on était amis. Mais pas pour longtemps. On marchait dans le couloir et apparemment j'étais passée devant lui sans lui dire bonjour. Il me l'a reproché plus tard. Salut. Tu me vois maintenant? Maintenant? Oui. Je t'ai dit bonjour dans le couloir. T'étais avec ta copine snob. Tu m'as même pas vu. Je sentais sa violence. Il était très en colère. J'ai trouvé ça bizarre. Avec le recul, je sais que c'est là que tout a commencé. Soudain, la jeune fille a la nette sensation d'être suivie. J'étais dans un magasin et il apparaissait subitement. Au cinéma, je sentais qu'on donnait des coups de pied dans mon fauteuil. Je me retournais, il était derrière moi. Je lui demandais comment il savait que j'étais là. Il riait et il disait qu'il m'avait suivi. Je sais où tu es. Et il disparaissait. Et selon le journal local, Ryan se fait plus provocateur à chaque apparition. Un jour, j'étais en voiture avec mon père. On était à un stop et Ryan nous a heurtés par derrière avec sa voiture. Une autre rencontre encore plus inquiétante a lieu entre Cameron, son père et Ryan. Il nous a suivis dans un magasin. Il s'est même présenté. « Salut, c'est moi qui traque votre fille. » Quand mon père a répliqué, il a dit « Vous ne pouvez rien faire, je peux aller où je veux. » Il a dit la même chose à la police « Vous ne pouvez rien contre moi. » Le problème au début, c'est que ce qu'il faisait n'était pas illégal. Aucune loi n'interdit d'aller au cinéma et de s'asseoir derrière quelqu'un, ni de se promener en regardant quelqu'un. La police est impuissante. En désespoir de cause, Cameron affronte Ryan. Quand je l'accusais de me traquer, soit il s'en vantait, il en était très fier, soit il disait que j'étais folle, que c'était moi qu'il suivait. Je crois qu'il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Plus je souffrais de cette situation, plus il me harcelait. C'était un jeu pour lui. Mais ça a bouleversé ma vie. Malgré la présence lancinante de Ryan, Cameron parvient à vivre une relation sérieuse. En 1999, elle épouse son petit ami du lycée, Jeremy Bryant. Cameron confiera au New York Times que la nouvelle n'a pas réjoui tout le monde. Ryan ne savait pas que j'allais me marier. Il a dû l'apprendre par hasard. On avait fait une grande fête. Il devait être 1h30 du matin quand le téléphone a sonné. J'ai pensé qu'un ami avait oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu as oublié? La personne n'a rien dit. Allô? C'était bizarre, alors j'ai raccroché. Il a rappelé et il a dit « Cette fois, ne raccroche pas ». Tu as 30 jours pour vider les lieux. Sinon, je vous tue. Il m'a dit qu'on avait 30 jours pour quitter la maison, sinon il allait nous tuer. C'est qui? Il allait mettre le feu pendant qu'on dormait. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai su que je n'étais pas folle. Encore une fois, Cameron va voir la police. Et encore une fois, la police a les mains liées. Une partie de la difficulté dans les affaires de harcèlement, c'est que les agissements doivent être répétés fréquemment sur une brève période et que la victime doit les prouver. Le policier a dit « On ne peut pas agir, vous n'avez pas enregistré ces menaces. C'était ma parole contre la sienne. » Un jour où il m'avait suivi, j'ai pris une pile de plaintes que j'avais déposées.
Je suis allée à la police et j'ai dit « Vous ne pouvez vraiment pas m'aider ?» La ténacité de Cameron finit par payer. Elle parvient à convaincre un juge du tribunal de première instance que les menaces de Ryan sont sérieuses. Celui-ci est reconnu coupable de harcèlement avec menaces. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis et interdiction d'approcher Cameron et sa famille. Pour la première fois en 7 ans, la jeune femme est libérée de la présence angoissante de Ryan Clutter. Mais ce dernier ne reste pas tranquille. Il a respecté l'ordonnance d'éloignement pendant un temps. Puis il s'est senti frustré de l'avoir partout où il considérait qu'il aurait dû avoir le droit d'aller. Pourquoi devait-il partir? Au point qu'il a commencé à appeler la police pour accuser Cameron. Il se voyait comme la victime. Si je me trouve dans la même rue ou dans le même cinéma qu'elle, pourquoi ce serait de ma faute? Finalement, Ryan quitte la ville. Ryan a déménagé en Géorgie, mais je ne le savais même pas. L'ordonnance était toujours en vigueur. Je regardais toujours derrière mon dos, mais il était parti depuis plus d'1 an. Le mariage de Cameron se termine par un divorce. Mais elle est soulagée que Ryan ne rôde plus autour d'elle. Elle vit en paix pendant 3 ans. C'est alors que Ryan Clutter, ivre de vengeance, réapparaît soudain. Et cette fois, il ne se contente pas de l'épier. Il m'a envoyé un mail qui provenait soi-disant de mon ex-mari. Il disait « Je veux juste savoir comment tu vas ». J'ai répondu, mais quand il m'a répondu, connaissant mon ex-mari, j'ai su que ce n'était pas lui. Cameron se retrouve vite face à son harceleur. Un matin, il l'attend devant chez elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Rien, je me balade. »« Tu te balades dans mon jardin ?» Il me fait « T'es morte, t'es morte. » Je suis rentrée prévenir ma mère et fermer à clé. Là, j'ai dit « Ça suffit, je vais l'écraser, c'est lui ou moi. » J'en avais marre. Cameron Wallace subit depuis des années le harcèlement d'un ancien camarade de classe déséquilibré. La police est impuissante et cette torture permanente détruit sa vie. À l'époque où Ryan m'envoyait des mails, il décrivait les endroits où j'allais, alors je savais qu'il y était. Il décrivait les gens avec qui j'étais, ce qu'ils portaient. Il était évident qu'il me guettait. Quand Ryan la traquait et lui envoyait des mails, j'allais à l'épicerie et je demandais des grands sacs Kraft. Je les rapportais à la maison et je couvrais les fenêtres. On coupait les sacs en papier Kraft et on les collait sur les fenêtres pour qu'ils ne puissent pas voir. À partir de ce moment-là, il a commencé à m'inonder de mails, non-stop. La difficulté, c'est qu'il envoyait ses courriels sous d'autres identités, dont l'une était celle de son ex-mari. Il me menaçait de différentes choses. Par exemple, « Je te vois avec tes amis. Je me demande s'ils aimeraient te voir défiguré. » Ou bien, « Je vais t'éventrer. » En lisant ça, je me disais, « Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me tuer? » Plus ça durait, plus il y prenait du plaisir. L'obsession de Ryan semble atteindre un seuil critique. Cameron demande une dernière fois l'intervention de la police. Et cette fois, quelqu'un l'écoute. L'un des agents qui avait pris le dépôt de plainte est venu me voir dans mon bureau. Et il m'a expliqué tout ce que Cameron lui avait dit. Quand la police a pris l'affaire en main, j'étais tellement en colère que j'étais sûrement très agressive avec eux. Mais écoutez-moi enfin, il va me tuer. Ce qui m'a inquiété en lisant le rapport, c'est qu'après des années, il s'était remis à la traquer. Je trouvais déconcertant qu'il recommence. Avant de rentrer, j'appelais le commissariat. Ils étaient formidables, ils m'ont enfin aidé. Ils nous escortaient et ils entraient avant nous. Ils inspectaient toute la maison avant de me laisser entrer. J'étais tellement inquiet pour elle que je passais souvent la soirée garé devant chez elle dans un véhicule banalisé. Ils surveillaient les bois.
Michael a fait plus que le nécessaire. Il a pris l'affaire très à cœur, comme toute la police de New Franklin. L'enquête de l'inspecteur Korach met en lumière un fait terrifiant. Une nuit, Ryan Clutter s'est introduit chez Cameron et a pris des photos d'elle et d'amis qui dormaient là. Cameron m'a permis d'accéder à son compte Internet. Je l'ai contacté à son bureau et je lui ai demandé de rentrer. Je voulais qu'elle me confirme que les photos que je regardais avaient bien été prises à l'intérieur de son domicile pendant qu'elle dormait. Quand l'inspecteur Korach m'a parlé des photos, j'ai fait... Comment ça, des photos? Il a pris des photos des couloirs, des placards. Puis il est allé jusqu'à la chambre de Cameron et il l'a photographiée. J'étais en colère pour plusieurs raisons. J'étais bouleversée qu'il ait été si près de moi sans que je le sache. Comment oses-tu pénétrer chez moi? Cameron m'a dit qu'il était entré chez nous. Et elle m'a emailé les photos. Quand je les ai ouvertes, j'étais en état de choc. J'avais invité des amis et mes parents étaient là. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. On a enclenché la vitesse supérieure. Il était passé d'un simple délit à un crime grave en pénétrant chez elle. Heureusement, il a pris les photos à l'intérieur de la maison. Comme il était chez moi, la police a pu le poursuivre pour effraction. On avait identifié son véhicule et il n'était pas devant chez lui. On a continué à fouiller le quartier et un policier en civil a repéré son véhicule. On l'a intercepté à une centaine de mètres de son domicile. Nous sommes à Barberton. C'est ici qu'on a arrêté Ryan Clutter. Son appartement était juste en face. Quand ils ont arrêté Ryan, je me suis dit que j'allais pouvoir dormir cette nuit-là. Et ma famille aussi. C'était dur parce que ma mère, mon frère et moi, on dormait dans la même chambre. Mes parents étaient divorcés et mon père dormait dans l'autre chambre. Il était venu s'installer chez nous. Nos vies étaient chamboulées. Ryan est arrêté pour cambriolage et harcèlement. Les preuves ne manquent pas pour étoffer le dossier. On a effectué une perquisition très poussée qui a révélé un grand nombre de preuves. J'ai été particulièrement frappé par l'hôtel dédié à Cameron, plein de photos provenant de son site Internet. C'était une sorte d'hôtel avec des photos d'elle. Il y avait des vêtements. Nous pensions qu'ils appartenaient à Cameron. On se serait cru dans un film. Dans un sens, j'étais soulagée qu'ils aient trouvé tout ça. Ça prouvait ce qu'il avait fait. Il avait acheté une arme à feu à peu près au moment où il avait recommencé à harceler Cameron. Ils ont trouvé la preuve qu'il se préparait à l'attaquer, peut-être à la tuer. Il avait des coups de poing américains, un pistolet et une rose noire, le symbole de la vengeance et de la mort. Il était clair qu'il n'avait pas de bonnes intentions envers Cameron. L'élément le plus alarmant, c'est une vidéo d'un Ryan très perturbé que la police nous a aimablement prêtée. I like to party, and I like Cameron Wallace. I like to stalk her ass cheeks all day, get Cameron Wallace and molest the hell out of me. Probably C'est le pire cas de harcèlement qu'on ait eu. Il avait fait des tonnes de recherches sur elle. Sur Internet, il a fait des milliers de captures d'écran de renseignements personnels concernant Cameron. Michael Korach. Il l'a sauvée. Il a sauvé la vie de ma fille. La vidéo semble indiquer que Ryan est dangereusement prêt à passer à l'acte. Je l'ai déjà dit, mais il m'a vraiment sauvé la vie. Il n'a jamais renoncé. Malheureusement pour Cameron, même en garde à vue, Ryan reste une menace. Son arrestation en août 2006 est une libération pour la jeune femme,
qui vit dans la terreur depuis des années. Tu as 30 jours pour vider les lieux, sinon je vous tue. En fouillant son appartement, la police a découvert que son obsession était devenue extrêmement dangereuse. Quand j'ai vu la vidéo, j'étais contente qu'il l'ait faite. Parce qu'il s'est incriminé lui-même. Mais c'était terrifiant, à cause de ce qu'il disait. Et ça le faisait rire. Il trouvait ça drôle. Alors que je ne pouvais plus fermer l'œil et que je me demandais si j'allais mourir. Durant le trajet en voiture, je ne lui ai posé aucune question avant d'être rentré au poste. Je l'ai fait exprès. Je voulais le laisser mariner dans son jus. You know a Cameron Wallace? Did you ever go into her house? Do you wish her harm? Have you recently reestablished contact with Cameron? She wouldn't stop driving down my street. Ryan collait parfaitement avec l'image du harceleur qui accuse sa victime. Do you understand how you're scared her though to a certain extent? No, because I don't think she's scared at all. I mean, I really don't think she cares or is scared. I mean, I don't think she... No, that's why I have to go to such extremes because, I mean, she doesn't take me seriously. Mike a été formidable. Il lui a tout fait avouer. Obviously, I was going to some degree to make her afraid so that she would stop driving down my street. And I guess you could call that menacing. I mean, that's 3 counts of menacing, that's terrible. It was just unbelievable. Cette vidéo où il s'incrimine lui-même est incroyable. Il répète mot pour mot tout ce qu'elle a dit sur ses agissements. Du gâteau pour le procureur. Les preuves contre Ryan s'accumulent. Pourtant, Cameron n'est toujours pas tranquille. Car même s'il est condamné, sa peine sera de courte durée. C'est alors qu'on découvre un fait encore plus grave, qui risque de l'envoyer derrière les barreaux pour longtemps. Déjà, il y avait les fractions, plus le harcèlement. Mais on a trouvé plus de 3000 photos pédopornographiques dans son ordinateur. Quand j'ai su pour la pornographie infantile, j'ai été choquée. Mais en même temps, j'étais contente parce qu'il allait passer plus de temps en prison. Le 2 février 2007, Clutter plaide coupable de harcèlement et de détention d'images pornographiques représentant des mineurs. Il est condamné à 13 ans de prison. Quand Ryan est sorti du tribunal, il a regardé ma fille, comme pour dire « c'est pas fini, je reviendrai ». Je me suis placée devant elle. Elle a dit « Non, maman, je dois me défendre moi-même ». En avril 2007, le journaliste Bob Dyer publie l'histoire de Cameron dans le journal local. C'est le catalyseur qui permet de changer la loi de l'Ohio sur le harcèlement. Le sénateur Sawyer m'a appelé un matin. Il venait de lire l'article et il voulait m'aider. Cameron a été un facteur clé dans le vote de cette loi. Elle mettait un visage dessus. Elle l'incarnait. Wherever I might be, he would show up. My whole family slept in one room. Myself, my mother, my brother. Sorry. Si on peut prouver qu'on est traqué par quelqu'un, la personne est placée sous surveillance électronique. Si elle approche à une certaine distance du domicile de la victime, ou de la victime elle-même, la police et la victime sont avertis instantanément. J'étais très touchée qu'on m'écoute. Et qu'on veuille m'aider. Je suis très fière de Cameron. Parce que malgré ce cauchemar, elle a transformé sa souffrance en quelque chose de positif. Elle a apporté quelque chose aux autres.
Le plus troublant dans cette affaire, comme dans la plupart des affaires de harcèlement, c'est qu'elle n'a rien fait pour le provoquer. Seulement comment y échapper? On ne parle plus à personne, on s'enferme. Cameron fait tout le contraire. Son nouveau fiancé et elle font des projets. Mais il n'oublie jamais qu'en mars 2020, Ryan Clutter sera libéré de prison. I mean, it's just gonna happen. I mean, I don't want to do that stuff because I mean, there's no other thing that's gonna happen. It's only gonna get better after I get out of jail. Am I gonna feel, oh, life's great? No, things will get worse. Il sortira en 2020 et Cameron est toujours terrifié à l'idée de ce qui pourrait arriver. She's gonna have to defend herself. Someone's gonna have to defend her. Being that I know myself a little bit, yeah, that's probably the way that my mind's gonna take it. Quand quelqu'un dit qu'il va vous avoir, comme Clutter avec Cameron, vous avez une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête. 13 ans, ce n'est rien pour ce qu'il nous a fait subir. Parce que ça nous hantera toute notre vie. Nous, on a eu la perpétuité. Lui, il a eu 13 ans. Once you get through all this, do you think you'll be able to leave and go with her, or is this something? I mean, the thing you should tell her is to invest in more security, get a really nice security system and some firearm training, because let's face it, I'm not going to do anything until I get out of actual prison. You don't think you can just let it go? Well, not now. I mean, I'm for life now. I don't care. I mean, it's not... No. I mean, now it's going to get way worse. J'ai envisagé de déménager, mais ça me mettait en colère. Pourquoi devrais-je quitter mes amis et ma famille et changer de vie? Ça va arriver, mais on ne bougera pas. Ryan doit savoir qu'il fera une erreur s'il recommence. Parce que je suis là et que je vais prendre les choses en main. Cameron accepte courageusement le danger qui la menace. Mais avec la loi à ses côtés, elle continue à donner à d'autres la force de dénoncer le harcèlement. Je suis beaucoup plus forte. Je suis heureuse de pouvoir en parler si ça aide d'autres victimes. Il faisait beau. On avait quitté le cabinet. J'étais garée là, Amy ici. Je fermais ma porte, ma vitre était baissée, et Liam est arrivé. Son employeur m'a appelé pour me dire qu'Amy avait eu un accident. Je me disais, quel genre d'accident peut nécessiter que des médecins s'occupent d'elle alors qu'elle est égarée? Ce qui est arrivé à Amy Boyer n'était pas un accident. Quelqu'un lui voulait du mal. Ils m'ont dit son nom, mais ça ne me rappelait rien. Personne ne connaissait Liam Owens, ni l'histoire de son obsession meurtrière, jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Salut! Amy Boyer a grandi à Nashua, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre surnommée l'endroit le plus agréable des États-Unis par Money Magazine. Amy illuminait la pièce. Elle était belle à l'intérieur et à l'extérieur. Elle était très attentionnée, très gentille. Elle ne faisait jamais à d'autres ce qu'elle n'aurait pas voulu qu'on lui fasse. Elle était chaleureuse, motivée. Elle était devenue ma meilleure amie. Elle avait une patience énorme avec moi. C'était une personne extraordinaire. Quand on a connu Amy, c'était l'une des jeunes les plus sympathiques de notre entourage. À la fin du lycée, Amy se dirige vers une carrière de dentiste. Amy marchait sur des nuages en 1999. Elle était en 3e et dernière année d'études d'assistante dentaire. Elle avait d'excellents résultats. Elle faisait de grands projets. Elle voyait l'avenir en rose. Elle voulait donner des soins aux détenus en prison. Et elle avait un copain. Elle était heureuse et elle avait hâte de trouver un boulot. Mais une rencontre fortuite va changer radicalement ses projets. Amy ne m'a jamais parlé de Liam et on était très proches. Elle m'en aurait parlé. Je connaissais tous ses amis. Liam Owens n'est pas le genre de garçon dont on se souvient. Du moins, pas en bien. D'un an plus âgé qu'Amy, il est fluet et extrêmement timide.
Sa mère disait qu'il n'avait pas eu d'amis depuis la 5e. La police a dit que personne parmi ceux qu'elle avait interrogés n'avait eu affaire à lui. Liam était un asocial. Il avait du mal à nouer des relations ou à s'intégrer à des groupes. Il était très réservé. D'après les renseignements fournis par son lycée et ses professeurs, il ne participait absolument jamais à moins qu'on le lui demande. À midi, il restait debout et mangeait loin des autres gosses. Amy rencontre Liam à un club de jeunes chrétiens. Elle était au collège, en 5e peut-être. Mais je ne pense pas qu'elle le connaissait. D'après ce que je sais, Liam restait à l'écart lors des réunions du club dans un coin. Je ne sais même pas s'ils se sont parlé. À part le club de jeunes, Amy et lui étaient dans la même classe en algèbre. Et parfois, il la suivait ou il prenait le même bus pour savoir où elle habitait. Amy ne se doute pas que Liam la suit. En fait, personne ne se méfie de Liam, jusqu'au soir où une violente querelle éclate entre sa mère et lui. Il se disputait avec sa mère parce qu'il voulait subir une opération de chirurgie esthétique pour refaire sa poitrine concave. Les choses ont dégénéré et il a saccagé la maison. Sa mère a appelé la police de Nashua. Liam a été mis en garde à vue et poursuivi pour violence domestique, menace sur la personne et vandalisme. Il écope d'une mise à l'épreuve et doit suivre un stage de gestion de la colère. Peu après la fin de sa période de probation de 6 mois, il a essayé d'acheter un pistolet dans un magasin de Nashua. La police a dit au patron de l'armurerie qu'il n'avait pas le droit de l'acheter. Nullement découragé, Liam trouve un autre moyen. Il a acheté un magazine de petites annonces et dans la rubrique Hobbies, il a trouvé une arme à vendre. Il l'a acheté. Pas de question, aucune vérification. Dans l'après-midi du 15 octobre 1999, Amy Boyer quitte le cabinet d'orthodontie où elle travaille comme assistante. On a quitté le bureau vers 16h30 et on a marché jusqu'ici, comme d'habitude, pour prendre nos voitures. J'étais garée là, Amy ici. Et soudain, alors que je fermais ma porte, ma vitre était baissée, Liam est arrivé. 10 minutes plus tard, la mère d'Amy reçoit un coup de fil. Le docteur pour qui elle travaillait m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu un accident et qu'Amy était blessée. Ça avait l'air sérieux. Les médecins s'occupaient d'elle. Je me suis mise à trembler. Alors j'ai appelé ma voisine tout de suite. Et je lui ai demandé si elle pouvait me conduire à l'hôpital. Puis j'ai appelé mon mari. Je suis parti aussitôt. Et je me suis aperçu que je roulais de plus en plus vite parce que je me disais « Quel genre d'accident peut-il nécessiter que des médecins s'occupent d'elle alors qu'elle est égarée ?» C'est une douce journée d'automne. Et pourtant, Hélène Remsburg est saisie d'un froid glacial. Elle vient d'apprendre qu'Amy, sa fille de 20 ans, a eu un accident devant le cabinet d'orthodontie où elle travaille. Mais ce n'est pas à un accident que sa collègue Heidi Odierna a assisté. On quittait le cabinet et on était à peine monté en voiture qu'un autre véhicule est sorti de nulle part et on a entendu « pan, pan, pan ». Liam Owens, l'ancien camarade de classe d'Amy, a tiré 11 fois à bout portant. Il l'a appelée. Amy! Elle a tourné la tête et il a... Il y a eu tellement de coups de feu. Je savais que c'était sur Amy qu'il tirait, car sa voiture était garée là. Heidi. On a reçu un appel pour des coups de feu. Une femme était étendue sur le siège de la voiture. Elle était couverte de sang et il y avait plein de verre. Je n'ai pas trouvé son pouls. Elle avait des blessures sur les mains. Elle les avait levées pour se protéger des balles. Mais Amy n'est pas la seule victime. Liam a gardé la dernière balle pour lui.
Un homme était affalé sur le tableau de bord. Apparemment, il s'était tiré une balle dans la tête. Amy est transférée d'urgence à l'hôpital. Une voiture de patrouille a tourné au coin. Le gyrophare était allumé, la sirène hurlait et les pneus fumaient. Elle était suivie par une ambulance. J'ai vite compris que la personne qu'elle transportait était dans un état critique et que c'était Amy. J'ai fait demi-tour et je les ai suivis. Tim arrive en plein chaos. J'étais entouré de policiers et de sœurs de l'hôpital. Ils m'ont demandé si je pouvais décrire Amy. Oui, elle a de beaux cheveux blonds jusqu'au milieu du dos, superbe. Ils ne pouvaient rien dire sur ses cheveux. J'ai dit, « Comment ça, vous ne pouvez rien dire ?» Ils n'ont pas répondu. Alors j'ai dit qu'elle avait les plus belles dents du monde sans une seule carie. Ils ont dit, « On ne peut rien dire. » Tim est informé que sa belle-fille de 20 ans a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. C'est là que j'ai réalisé que ma femme était en route et que j'allais devoir lui annoncer que sa fille chérie était décédée. Je me suis dit non, ça ne peut pas être elle, c'est impossible. Elle n'a pas d'ennemis. Je suis tombée à terre, je ne voulais pas y croire. C'était complètement déroutant d'apprendre ça, alors que cette jeune fille n'avait pas une once de méchanceté en elle. Que quelqu'un puisse être assez mauvais pour faire une chose pareille, ça me dépasse. L'équipe médicale épargne à la famille la vue du corps d'Amy. Ils craignaient que le traumatisme soit trop violent pour le proche qui irait l'identifier. L'infirmière a dit qu'elle portait un sweatshirt où il était écrit « San Francisco ». Et je savais. On était allé en Californie quelques mois plus tôt et on avait acheté des sweatshirts. À ce moment-là, j'ai compris que c'était elle. Et qu'elle était dans un tel état qu'on ne pouvait pas aller l'identifier. Ce soir-là, le couple annonce l'affreuse nouvelle à la jeune sœur d'Amy, Jenna. C'était 6 jours avant mes 10 ans. Quand je suis rentrée, la pièce était pleine de voisins et de parents et tout le monde pleurait. Je savais qu'il était arrivé quelque chose. Tim et moi l'avons amenée dans la chambre du fond. On lui a dit que quelqu'un avait tiré sur Amy et qu'elle était morte. Les autorités ouvrent immédiatement une enquête sur Liam. Il habitait chez sa mère et sa chambre était fermée à clé. À l'intérieur, on a trouvé plusieurs fusils, quelques centaines de balles et un ordinateur. En ouvrant l'ordinateur, on a repéré un site web avec un blog où il disait qu'il voulait tuer Amy Boyer. Le blog créé par Liam regorge de diatribes contre son ancien lycée, où il a l'intention de commettre une fusillade meurtrière. Un post après l'autre, Liam révèle qu'il suit Amy depuis 2 ans et demi. Et il explique aussi comment il compte lui ôter la vie. J'avais l'impression de devenir folle. Ce n'était pas vrai. Personne ne la traquait. On l'aurait su si quelqu'un la traquait. Elle nous l'aurait dit. J'étais complètement hébétée. Je ne pouvais pas y croire. Je n'ai pas lu tout le blog. J'ai essayé, mais certaines choses étaient trop perturbantes. Parmi tout ce qu'il racontait sur son site, il allait venir chez nous le soir du réveillon et mettre le feu à toutes les portes de la maison, sauf une. On serait obligé de sortir par cette porte et il nous tuerait tous. Quand j'ai lu qu'il avait fait le tour de la maison la nuit, qu'il avait regardé à l'intérieur, qu'il s'était garé en face, j'ai eu un choc parce que j'avais vu des voitures dans la rue en jouant dehors. J'étais sidéré de voir qu'il utilisait un site web pour exprimer ses sentiments, ses frustrations, et surtout ce qu'il voulait faire à cette pauvre femme. Il y avait des centaines de connexions sur le site. Je ne comprends toujours pas comment c'est passé inaperçu.
Pourquoi on ne l'a pas su plus tôt? Pourquoi on n'a pas eu de renseignements qui nous auraient permis d'agir et d'empêcher cette tragédie? Sur le site, il disait que s'il réussissait à tuer Amy, il devrait se suicider ou passer le reste de sa vie en prison. Et il ne voulait pas aller en prison. Cet acte lui donnerait enfin le courage de réaliser son désir d'en finir avec la vie. Je n'en veux pas à Liam. C'était un malade. Il souffrait de troubles mentaux. Il criait à l'aide, mais personne ne l'a entendu. De nombreux signes auraient dû nous alerter. Avec le recul, on regrette de ne pas les avoir vus. C'était sur la toile depuis 2 ans et demi et personne ne l'a pris au sérieux. Il dit qu'il a un arsenal chez lui. Et non seulement il en parle, mais il le montre. Il se montre avec un fusil d'assaut. Une nuit, un étrange incident se produit. Tim Remsburg l'attribue à Liam. Je regardais la télé au lit quand j'ai entendu du bruit à ma fenêtre. Quelqu'un qui respirait. J'ai dit un truc du genre « La personne devant ma fenêtre souhaite mourir d'une mort violente et horrible ?» J'ai entendu des pas d'étalés. Mais plus tard, j'ai lu sur son site qu'il avait failli se faire prendre. À chaque page, la rage bouillonnait de plus en plus en moi. En lisant, j'ai découvert DocuSearch.com et son implication dans cette histoire. D'après le compte-rendu du procès, durant l'été 1999, Liam Owens a versé $200 au site DocuSearch pour obtenir des détails sur la vie privée d'Amy. DocuSearch était une société qui fournissait n'importe quel renseignement contre paiement. Liam Owens a acheté la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et le lieu de travail d'Amy. Scandalisés qu'on puisse acheter des renseignements confidentiels sans autorisation, les Remsburg tentent de faire changer la loi. David m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit, je veux réglementer le fonctionnement de ces sociétés. En 2000, la famille engage des poursuites contre DocuSearch pour négligence et atteinte à la vie privée. Je ne cherchais pas une indemnisation financière pour la mort d'Amy. Je cherchais la justice pour elle. C'est tout. Pour nous, DocuSearch était censé savoir à qui les renseignements étaient destinés. Nous pensions également que vendre des numéros de sécurité sociale était tout simplement répréhensible. DocuSearch déclare qu'ils n'ont fourni aucun renseignement privé. Le juge renvoie l'affaire devant la Cour suprême de l'État. En février 2003, la Cour décide que les détectives privés et les fournisseurs d'informations peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la vente de renseignements privés. Dans l'affaire Boyer, DocuSearch n'est pas condamné à verser des dommages. Toutefois, en 2004, la société verse $85 000 à la famille d'Amy. La Cour suprême du New Hampshire a jugé que le fournisseur de renseignements devait user de discernement en divulguant ces informations. DocuSearch nous a fait parvenir une déclaration qui souligne l'amélioration des procédures de divulgation d'informations. Celle-ci indique également que le véritable problème réside dans le fait que des individus atteints de troubles mentaux non diagnostiqués puissent acquérir des armes d'assaut. Les Remsburg ne se remettront jamais de la perte d'Amy. Pourtant, ils montrent une bienveillance étonnante à l'égard du meurtrier de leur fille. Ce qui me fait frémir, c'est qu'il y avait plein de moyens d'éviter ça. Et qu'on n'a rien fait. Je ne parle pas seulement d'Amy, mais de Liam aussi. Il criait à l'aide, et on ne l'a pas entendu. Si Amy avait été amie avec lui, je pense qu'elle aurait pu l'aider. Elle était assez intelligente pour détecter les signaux d'alarme et rester son amie. Essayons de voir les choses autrement. Nous-mêmes, nos voisins, la société, nous avons tous une part de responsabilité. Il y a forcément d'autres gens comme lui. Depuis ce jour-là, je pense toujours à la manière dont ce que je dis à quelqu'un peut l'affecter. Et si quelqu'un est assis tout seul, allez lui parler. Il a fallu 5 ans après la mort d'Amy pour que je parvienne à faire rire ma femme. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Je l'avais retrouvée. Ça a été une longue bataille pour que la famille n'éclate pas, mais on s'en est plutôt bien sorti.
Un simple bonjour, Salut, Cameron. une rencontre fortuite, peuvent se transformer en cauchemar. Amy! Et ça peut arriver à tout le monde, car on ne sait jamais qui vous observe. Dans un instant, la suite de la spéciale Mauvaise rencontre. C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a des scènes de crime qui sont